envie de croire aux contes de fées. Au moins dans ces contes-là, tout finit bien, a dit Hailey, une actrice dans une série célèbre. Mais hélas, dans la vie réelle, toutes les histoires ne sont pas dignes d'un conte de fées. Aujourd'hui, pour ce premier numéro de notre émission Et si on en parlait, nous allons aborder un thème assez gênant pour les uns et tabou pour les autres, les violences conjugales faites aux femmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur la WF1 TV. Il est vrai que les violences conjugales ne concernent pas que les femmes, parce que oui, aussi surprenant que cela puisse être, certains hommes sont aussi victimes de violences conjugales. Mais aujourd'hui, pour notre numéro, nous parlerons des violences conjugales faites aux femmes. Les chiffres sont aberrants. Dans le monde entier, chaque jour, une femme subit des violences de la part de leur conjoint. Alors pour aborder ce sujet assez délicat, assez tabou, nous avons sur le plateau 3 invités, Madame Ba Erika qui est membre d'une association, Madame Khaïra Ba et une dame qui a bien voulu témoigner dont nous tairons le nom. Madame Ba Erika, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vais vous laisser vous présenter. Alors oui, je suis Madame Ba Erika, chargée de communication de l'association Avise. Avise qui est une association qui existe depuis 2 ans, mais dont les membres travaillent dans le social et font du social depuis au moins une dizaine d'années. Et nous sommes sur tous les fronts, on va dire, notamment la protection de la femme et de l'enfant, dans l'éducation aussi et dans le médical, parce que nous aidons beaucoup médicalement des enfants et des femmes en état de grossesse qui n'ont pas les moyens, qui sont complètement démunis, et des enfants malades dont les parents aussi n'ont pas les moyens. Donc voilà sur quoi Avise se bat sur tous ces fronts-là tout au long de l'année. Merci beaucoup Madame Ba pour cette présentation et bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie. Madame Cham Khaïra, bonjour. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Khaïra Cham, je suis psychologue clinicienne et je suis spécialisée en criminologie clinique et en pathologie psychiatrique, féministe, sénégalaise. Et en dehors de mes temps de travail où j'accueille principalement des personnes victimes de violences sexuelles, notamment des viols, enfants et adultes. Je travaille beaucoup, je milite beaucoup dans l'espace public, d'abord pour faire reconnaître ces violences-là et les psychotraumatismes que ça entraîne à la fois chez la personne victime, mais aussi de façon transgénérationnelle, puisque ça se répercute sur les générations suivantes, et de la manière dont la société aussi est impactée par ces problématiques-là, que ce soit du point de vue des impacts de la victime, que du point de vue de ce que l'auteur des faits du contrat social qui nous lie. À côté de ça, bon, effectivement, j'ai une forte activité militante très féministe et plus ou moins bien accueillie sur différentes questions, pas seulement sur la question des violences sexuelles, mais aussi sur la question de l'émancipation des femmes et sur une tentative en tout cas de modifier le mindset, parce que c'est bien parce qu'il y a une problématique à ce niveau-là que ces situations-là perdurent. Merci beaucoup Madame Cham en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. La troisième personne, c'est une dame qui a pris ce courage à 2 mains pour venir témoigner. Alors bonjour Madame et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie vraiment d'être parmi vous. C'est un devoir pour moi de pouvoir témoigner afin de protéger d'autres femmes et de leur dire que ça peut s'arrêter et on peut aller toute seule avec l'aide de plusieurs personnes ou bien avec notre force, et aussi de les encourager. Si ça ne va pas, de leur dire voilà, c'est le moment de partir. En tout cas, ce combat est le nôtre. Briser les chaînes du silence est une très bonne chose, c'est pourquoi nous apprécions beaucoup sa présence sur le plateau.
Alors, nous allons commencer avec Madame Ba. Alors, Madame Ba, parlez-nous un peu de votre organisation. Comment est née Aviz et pourquoi vous avez senti le besoin de la mettre en place? Alors, Aviz est né de l'envie de citoyens et de citoyennes sénégalaises qui ont envie de faire pour les autres, pour leurs prochains. Et pourquoi ces combats-là? Parce qu'il y a énormément de cas sociaux, il y a énormément d'enfants et de femmes qui ont besoin d'aide et qui ne savent pas vers où se tourner. Et les violences et la protection de la femme, il faut dire que la présidente de l'association, Marie-Hélène Zarabari, est une femme qui l'a vécu dans son premier ménage. Elle a subi des violences conjugales, elle ne s'en cache pas, elle avait d'ailleurs fait une émission sur une autre chaîne de télé où elle en parlait, et c'est son fer de lance. Donc avec elle, aucune femme violentée ne verra sa porte se fermer. Donc elle est toujours présente pour ça, et elle nous a embarqués dans ce combat parce que c'est pas normal. Les femmes, nous ne sommes pas des punching balls, nous ne sommes pas là pour servir de faire valoir ou de paillasson aux hommes. Et vice-versa, parce que comme vous l'avez dit au début, la violence sur les hommes existe aussi. Mais là, on parle des femmes. Et donc voilà d'où est né le besoin d'Aviz. Et on a énormément d'enfants, de bébés qui naissent, dont les parents sont complètement démunis. Il faut les aider. Donc voilà, cette envie de vouloir donner, comme on est dans un pays religieux et on dit que la charité est un des piliers de l'islam. La charité, c'est pas seulement donner des sous aux mendiants dans la rue, la charité, c'est du don de soi. Donc on fait de la charité tous les jours en se donnant, de notre temps, en donnant pour certains, donner en nature, en argent, ou des professionnels aussi donnent de leur temps, parce qu'on fait appel à des médecins, des psychologues, des entreprises qui donnent, qui font des dons en nature. Donc c'est ça, c'est notre sarare quotidien, il est là. Voilà d'où est née cette envie de fonder l'association Aviz. Et alors, donc, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les statistiques en matière de toutes ces personnes que vous avez eu à aider? Alors, si je dois donner des chiffres, en fait, entre 80 et 80% des cas sont traités. Des personnes qui nous appellent ou des personnes que l'on dénonce ou des témoins qui sonnent l'alerte. On peut dire qu'en 2020, on a eu 78 cas de violence conjugale et 59 ont fini par des divorces. En 2021, on a eu, rien que dans l'association, 149 cas de violence conjugale qui sont terminés avec 125 divorces. Et pourquoi les autres, il n'y a pas eu de divorce? Parce qu'on n'est pas là pour pousser les gens à se séparer. Les femmes qui font appel à nous, c'est parce que là, elles sont arrivées à un ras-le-bol total et elles ont besoin d'appui. Parce que c'est très difficile toute seule de faire le pas, de se dire comment je vais faire, j'ai mes enfants, je me retrouve toute seule, j'ai pas de travail, tout c'est l'homme et moi je fais comment? Mais il faut que je parte pour ma vie parce que ma vie est en danger, parce qu'elles se sentent vraiment en danger et c'est là qu'elles partent, donc, parce qu'elles ont un soutien derrière. Jamais, c'est ce que les gens pensent que les associations, quand on appelle l'association va vous dire divorcer. Non. Oui. En aucun cas. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est un rôle de soutien. Si la femme a décidé, on la met en rapport avec l'association des juristes sénégalaises, donc Madame Madjiguène Sarbahoum, qui est exceptionnelle, qui nous aide beaucoup, donc qui permet à la dame de connaître ses droits, parce que les femmes ne connaissent pas leurs droits ici, et elles en ont. Elles ont des droits. Donc on leur explique leurs droits. Ensuite, un psychologue bénévole, elle discute pour savoir où elle en est dans son stade, dans son cas de violence. Et si vraiment il n'y a aucune issue, on aide aussi derrière pour qu'elle puisse trouver du travail et subvenir à ses besoins. Et ça lui donne plus de force et de courage pour partir. Mais dans d'autres cas, on discute aussi avec
avec l'homme, avec la famille, et trouver un terrain d'entente. Parce que très souvent, c'est dans l'éducation, les hommes pensent, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, que pour tenir sa femme, il faut la taper. Ils ne sont pas forcément violents, ce n'est pas forcément des hommes violents. Dans certains cas, c'est juste que pour eux, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Et on leur explique que non, il n'y a pas besoin. Si tu veux que ton ménage, que ta femme soit tenue à la maison, tu peux la rendre juste heureuse et tu auras une femme heureuse et épanouie et ton ménage s'en portera mieux. Tu n'as pas besoin de taper ta femme pour ça. Et ils le comprennent. Et là, il n'y a pas besoin et tout se passe bien. Et les familles aussi le comprennent. Mais alors, aujourd'hui au Sénégal, je sais qu'il y a plusieurs associations qui luttent contre la violence faite aux femmes. Il y a même des maisons qui accueillent des femmes en souffrance. Est-ce que vous entretenez des relations avec ces autres associations? On est là toutes et tous dans le même but, aider les autres. Donc quand nous, on a un blocage quelque part, on fait appel à une autre association. Par exemple, quand on fait appel à l'association des femmes juristes sénégalaises, qui sont toujours présentes. Pour les maisons, on travaille avec la Maison Rose. Et aujourd'hui, avec le nouveau centre Kayam, qui a été fondé par Yacine Diouf, la fille de l'ancien président, toutes ces maisons sont des centres d'accueil pour ces femmes qui se retrouvent à la rue et qui ont besoin de se retrouver quelque part pour un nouveau départ. Donc on travaille en étroite collaboration avec des associations, des ONG, on est tous là pour servir. Donc il n'y a aucune concurrence, on travaille tous la main dans la main. Madame Thiam, on parlait tout à l'heure justement de ces associations qui sont au Sénégal qui luttent contre la violence faite aux femmes. Alors, est-ce que vous, en tant que psychologue et spécialisé en psychiatrie, est-ce que vous avez eu à travailler aussi avec ces associations? Évidemment, les femmes juristes travaillent beaucoup sur ces questions, donc évidemment que je participe à certaines de leurs activités. J'ai pu m'engager aussi à titre personnel, hein, pas simplement parce que je suis psychologue, mais simplement parce que je m'engage sur ces questions-là dans la structuration de certaines associations pour la défense ou l'accueil ou pour la promotion, etc. Donc, nécessairement, vous ne pouvez pas, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que simplement en tant que femme, vous ne pouvez pas être dans un écosystème tel que celui qu'on a au Sénégal et faire l'économie de rencontrer ces associations. Alors, je me tourne vers notre troisième invitée, que je vais nommer Binta. C'est un nom d'emprunt. Alors, Binta, vous êtes venue aujourd'hui pour témoigner de votre histoire. Ouais. Et c'est assez courageux, ce sont des moments assez douloureux. Et je sais que vous ne souhaiteriez plus revivre, mais vous avez accepté de parler de cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a commencé? Dès le début du mariage, j'ai voulu tout annuler la veille. Mais avec la pression sociale, la maman qui est là, qui te dit si tu me fais ça, tu vas me rendre la vie difficile parce que tout le monde me pointera du doigt et me dira que je suis irresponsable et j'aurais même honte de sortir de chez moi. J'ai accepté, mais après, en voulant étudier, parce que j'ai rencontré un homme vraiment qui voulait une femme au foyer et c'était tout mon contraire parce que je suis soutien de famille. Je m'étais fixé des objectifs depuis le bas âge pour construire la maison de mon papa, mettre ma famille à l'aise parce que je suis l'aînée. Mais mon mari a voulu tout le contraire. J'ai fait la terminale, j'ai eu mon bac. On m'a orientée finalement à une université de Dakar. Je devais faire la licence, soit les problèmes ont commencé. J'avais pas de moyens pour me payer. J'avais pas de travail. Je connaissais rien pour pouvoir sortir et me dire que je vais aller chercher un boulot qui va me permettre de payer mes études. Je savais rien. J'étais là, je travaillais, je demandais de l'aide. Il avait bien sûr les moyens de me le payer, mais il a refusé. Il m'a même promis de me payer l'année après mon accouchement parce que j'ai pris 2 grossesses vraiment très rapprochées. Voilà. Maintenant, il m'a demandé de l'attendre. J'ai attendu. Il m'a promis de m'aider. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Parce que l'argent qu'il voulait débourser pour me payer mes études, finalement,
l'argent a été volé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Imaginez-vous, pour une personne, l'argent c'est une tontine. La tontine, c'est moi, il me donnait de l'argent pour verser. J'ai versé, on a pris les 1 million. J'avais même oublié de lui, qu'il m'avait promis qu'il allait payer mes études pour moi. Oui. Je lui ai dit, va acheter un terrain. Tellement je voulais qu'on projette des choses ensemble pour nos enfants, pour notre avenir. Mais c'est normal. Voilà. C'est normal. Après, il m'a dit, non, je ferai ceci. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Après quelques jours, je lui ai dit, bon, toi, tu m'avais promis que tu allais me payer mes études. Il m'a dit, non, je n'ai pas d'argent pour payer les études. J'ai eu mal. 2 jours après, ma grand-mère décède. Je suis partie. Au 8e jour, il m'appelle, l'argent a été volé. Je dis, ah bon? Qui a pris l'argent? Il m'a dit, regarde, tu viens, on va vérifier. J'ai vérifié. Tout le monde a dit que c'est moi qui ai pris l'argent. Ça m'a fait tellement mal quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Parce que là, je comprends. Oui. C'est un choc pour moi. Oui. Parce que j'ai eu tellement mal que je ne pouvais même pas, étant donné que j'avais un enfant, une petite fille qui avait juste 6 mois, je ne pouvais même pas imaginer ce que ça fait. Parce que j'avais mal. Je dis, comment ça fait que moi qui ai pris l'argent chez la dame, je l'ai ramené chez toi pour après reprendre cet argent? Parce que j'avais demandé à ce que tu me paies mes études. Si j'avais vraiment besoin de cet argent et si je n'avais pas une bonne éducation, j'allais prendre l'argent parce que comme tu m'as promis d'aller verser et ramener le reçu, te le rendre, et là tu n'auras pas récupéré l'argent. Après multiples discussions, je me suis dit que je dois partir. Mais à ce moment, c'était un peu difficile, je ne pouvais pas partir. La famille est là, la pression, tout le monde me dit, Mouniol, c'est la famille, Mouniol, t'es là. J'avais pas de travail, mais j'étais pas vraiment, je ne me sentais plus bien. Je me suis dit, j'ai pas ma place ici. Parce qu'une personne qui te dit que tu as volé son argent alors que tu n'as même pas pris 1 centime de cet argent. Ça fait très mal. Et cet argent, il y avait une autre somme à laquelle j'ai participé activement. Je n'ai pas donné de l'argent, mais je faisais tout ce qui allait avec son projet. Un jour, je me suis dit, j'étais à la maison, je suis restée à la maison, je balaye, je fais toutes les tâches ménagères. J'étais comme une bonne à la maison, avec mes 2 enfants, l'autre à 2 ans, l'autre à 6 mois. Je me suis dit, il est temps que je me lève et que j'aille chercher mieux. Je me suis levée un jour, je suis partie chercher du travail. Il me dit, depuis que tu as commencé à chercher un travail, c'était la 2e fois pour moi, depuis que tu as commencé à chercher un travail, tu n'as jamais eu un travail. Là, je me suis dit, d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais tout faire. Je ne sais pas si c'est ma chance ou pas, mais je ferai tout pour déposer. Je ne sais pas s'ils vont m'appeler ou pas. Maintenant, je suis partie. J'ai fait des dépôts partout. Et il y avait une seule entreprise qui m'a contactée. En fin septembre, j'ai eu un choc. J'ai eu un accident. On te dit que ta femme a fait un choc. Tu arrives à l'hôpital. Tu n'as même pas pris le temps de venir voir ta femme, dire à ta femme, est-ce que ça va? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Il ne l'a pas fait. Il est resté devant la porte. Comme ça allait, j'ai dit au gars avec qui j'étais, c'est lui mon mari. Mais il est resté devant la porte avec son téléphone et tout. Pendant toute cette journée, il n'a pas eu à m'adresser la parole. On est rentré à la maison, juste pour vous dire que l'attitude, après j'ai compris cette attitude après, parce que quand j'ai fait le choc, peut-être qu'il pensait que tous ces projets, les projets qu'il voulait, qu'il avait, dans quelques mois, ça allait être annulé. J'ai compris après, parce qu'un mois après, il m'a annoncé qu'il va prendre une 2e femme.
là, je me suis dit là, c'est le résultat de ton attitude de la dernière fois. Parce que tu pensais que peut-être si c'était grave, tu n'allais pas pouvoir épouser une autre femme. Donc, juste un mois après l'accident. Mais, alhamdulillah, ce n'était pas aussi grave. Parce que je me suis juste retrouvée avec un déboîtement et des égratignures. Mais ça va. Après cela, on a continué, mais il me disait toujours, voilà, je t'aime et tout. Mais je savais le contraire. J'ai commencé le boulot. Après mon rétablissement, j'ai commencé à travailler. Après quelques mois, il a appelé encore ma maman. Ma maman m'a dit, mieux vaut démissionner, tu dois démissionner. Reste à la maison. Comme c'est ce qu'il veut, reste à la maison. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Je démissionne, étant donné que c'est difficile pour moi, parce que je vais être là à ne rien avoir, même 100 francs, je ne peux pas l'avoir. Donc, je dois rester à la maison encore. Parce que c'était mon travail qui était vraiment un problème. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir le fait que je puisse gagner ma vie. Sans dépendre de lui. Mon indépendance, c'était vraiment une menace pour lui. Parce qu'il croyait que peut-être... C'est vrai, c'est finalement ça qui était arrivé. Parce que le fait de rester à la maison, c'était une force pour lui. C'était de lui dire qu'elle ne va jamais partir. Parce que si elle a un travail, elle a les moyens d'économiser quelque chose pour pouvoir un jour partir. Parce qu'elle n'est pas bien du tout chez moi. J'ai commencé mon stage, j'ai fait là-bas 6 mois. En partant, il m'a demandé de ne pas ramener mes enfants avec moi. Je dois rester là. Soit de rester ou bien de laisser mes enfants. Étant donné que je ne peux pas être sans mes enfants, c'est un peu difficile comme pour une maman d'être sans ses enfants. Il m'a demandé vraiment de ne pas ramener ses enfants avec moi. Il a dit, c'est pas possible. Là où je serai, je vais ramener mes enfants avec moi. Que tu le veux ou non. Mais avec l'aide de ses parents ont intervenu. Finalement, il a accepté, il a dit, j'ai ramené mes enfants. Je suis restée chez moi plus de 3 mois. Un seul sou, il n'a pas envoyé à ses enfants. C'était à moi, mon papa, de prendre en charge mes enfants. Maintenant, après mon stage, à mon retour, les problèmes ont encore persisté parce que je me suis entêtée et je suis partie. À mon retour, c'était la vie difficile. Il ne donnait pas de dépenses, pas de petit déjeuner, ni rien. Mais heureusement, je suis revenue, je suis retournée, j'ai écrit ma lettre de réintégration, je suis retournée dans mon entreprise, là où j'étais. J'ai commencé à travailler. Ce que je gagnais, je le dépensais pour mes enfants et tout. Je prenais en charge mes enfants. Mais après quelques mois, il a commencé à vraiment être violent. La violence a commencé parce qu'il voulait faire des efforts pour changer. Parce que mon papa lui a appelé pour lui faire savoir que son comportement, ça risque vraiment de lui coûter cher parce qu'il risque de reprendre sa fille. Mais il a commencé juste quelques changements. Il m'a acheté un téléphone. Après, un lundi, j'étais malade. Il m'a dit, je suis partie dans ton entreprise. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, pour leur demander de te virer. Ah. Il doit te virer. J'ai dit, pourquoi? Mais heureusement, eux, mes supérieurs, lui ont dit, c'est pas à toi de nous demander de virer quiconque. Parce que c'est pas toi qui nous a demandé de la rendre. Elle n'a pas fait une bêtise qui nous permet de rompre son contrat. Elle va continuer à travailler. Au contraire, nous allons la soutenir. Il est rentré, il m'a trouvé là-bas. Il m'a dit, donc, je suis partie là-bas, mais ils m'ont répondu des choses vraiment. Ils devaient faire ce que je leur demande, parce que toi, tu es ma femme. J'ai dit, pourquoi faire? Il me dit, oui, parce que je ne veux pas que tu travailles. Et en plus, tu me redonnes mon téléphone. Ton téléphone? Il me dit, oui. Toi, tu as oublié que tu me dois de l'argent.
je t'avais prêté de l'argent, tu me rends mon argent, je te redonne ton téléphone, c'est pas grave. Il me dit, j'ai pas d'argent pour te rendre, mais tu vas me donner mon téléphone. C'est là qu'il a commencé, il m'a tellement tapé. Madame Zahra, elle a les photos avec elle. Oui. Il m'a tellement tapé. On a les images. Mes enfants, ils en ont pris vraiment des souvenirs très, très, très mauvais. Donc, il agissait comme cela devant les enfants, des fois? Bien sûr. Devant mes enfants. Des coups et blessures. Et des coups et blessures. Et jusqu'à présent, mes enfants répètent la même chose. Ils disent, maman, papa t'a tapé. Il est méchant, il voulait te tuer. Parce qu'ils ont vu le sang couler. C'est pour cela. Donc, je me suis dit, je n'ai plus rien à faire là. Il est temps que je parte parce que je voyais en lui, quand il était en face de moi, il s'est excusé vraiment. Après, il m'a demandé pardon. Il n'y a pas de souci, je te pardonne vraiment. Mais quand je te vois devant moi, je vois mon éventuel tueur, je veux dire. Parce que quelqu'un qui est capable de te taper, de faire sortir ton sang, donc cette personne peut te tuer. Donc, Binta, est-ce que vous avez dit stop après ces premiers coups ou bien vous avez continué avec lui malgré cela? Après, je suis restée. J'étais partie à l'hôpital, j'ai cherché mon certificat médical et tout. Avec les parents, tout le monde te dit reste, Mouniol. Bon, je me suis dit d'accord, il n'y a pas de souci. Sa maman, ses parents, vraiment toute sa famille m'a soutenue. Je suis restée là-bas le temps de faire quelques démarches, de préparer. Et un mois après, j'ai quitté. Parce que quand je le voyais, quand il me parlait, je pleurais. Je ne pouvais pas retenir mes larmes parce que je ne veux pas voir mes enfants pleurer. Donc, si je le vois, je pleure. Les enfants me demandent pourquoi maman tu pleures. Donc, il était temps de partir. Et en partant, je ne pouvais pas amener les enfants parce que les enfants étaient en début, non, en milieu d'année scolaire. Je ne pouvais pas amener mes enfants. J'ai pris la décision de partir sans les enfants. Le temps de m'organiser et de pouvoir récupérer enfin mes enfants. Là, on a pu voir dans l'histoire de Binta qu'à plusieurs reprises, elle a souhaité dire non. Elle a voulu faire marche arrière. Et malheureusement, à cause de la pesanteur sociale, par respect pour sa maman et pour les autres, elle est restée, malgré quelques signes, avant le mariage, durant le mariage. Madame Ba, vous qui avez pris en charge le cas de Binta dans votre association, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous lui êtes venue en aide et qu'est-ce que cela vous inspire? C'est Madame Zahra Bari qui a été contactée la première, notamment par Binta qui l'a eu au téléphone. Et à partir du moment où on a un cas de violence, on discute au téléphone, on parle, on a une certaine grille en fait, à savoir quel genre de violence elle subit. Est-ce qu'elle est psychologique, est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'il y a coup, est-ce qu'il n'y a pas coup. Et à partir du moment où c'est une violence physique, on a eu les photos que la dame a envoyées où vraiment son visage était tuméfié. Donc à partir de là, on lui demande ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut rester, elle veut partir? Si elle veut partir, est-ce qu'elle a où partir? Si elle n'a pas où partir, on appelle une maison ou un centre qui puisse l'accueillir parce que sa vie est en danger. La femme se sent en danger, elle se sent agressée. Elle a été agressée. Même si son agresseur est son conjoint, ça reste une agression. Donc on contacte, si elle a la famille, elle va dans la famille. Mais avant de quitter le domicile conjugal, il faut faire appel à un huissier. Il faut qu'un huissier vienne constater, parce que ça protège la femme, ça protège la femme. Donc l'huissier que l'on paye à nos frais, donc c'est l'association qui paye les frais d'huissier. Et ensuite, on aide la dame dans ce dont elle a besoin, des frais médicaux, si elle a besoin d'aide en frais médicaux, de la psychologie pour qu'elle puisse parler et s'exprimer avec quelqu'un.
qui soit un expert. Et ensuite les juristes. Donc l'association des juristes sénégalais des juristes sénégalaises pardon, qui lui dit quels sont exactement ses droits, ce qu'elle peut faire. Donc c'est avec eux qu'on a le contact de l'huissier justement. Donc ce qu'elle peut faire ou quelle démarche elle peut entreprendre et quels sont ses droits suite à une violence conjugale, parce que la violence conjugale est un motif de séparation autre que l'adultère. Donc voilà, et ensuite on aide dans le côté financier, en donnant de l'argent ou qu'en caisse, des fois en nature, si les enfants ont besoin de nourriture, de vêtements, des choses comme ça, et en aidant la dame à trouver du travail, à se lancer, si elle veut se lancer dans son propre... parce que très souvent, elles sont ou femmes de ménage, ou commerçantes, ou femmes au foyer, mais qui n'ont rien. Donc, on les aide à subvenir à leurs besoins en leur trouvant un travail pour qu'elles n'aient pas besoin de nous appeler tout le temps. Parce que tendre la main, quémander, c'est quand même, pour la personne, ça reste quand même une humiliation d'avoir à tendre la main. C'est très difficile. Donc on leur donne les moyens de ne pas avoir à le faire, à se débrouiller par elles-mêmes, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Justement, Madame Thiam, on a vu dans le cas de Binta qu'elle a subi une violence conjugale avec coups et blessures. Mais quand on parle de violence, on a tendance à croire que c'est forcément physique. Mais est-ce que ça n'inclut pas aussi des lésions morales? Il y a différents niveaux de violence. D'abord, il y a une violence sociale qui prépare les femmes à devenir des victimes, en fait. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que c'est pas simplement dans l'éducation des hommes que ça poserait un problème X, Y, Z, mais c'est dans l'éducation des femmes que ça pose un véritable problème parce que les femmes sont éduquées à la soumission pleine et entière, à tout un ensemble, à tout un groupe. Et chacune de ces personnes va avoir un point de vue qui va s'imposer et qui va écraser la liberté de penser, la liberté d'avoir une pensée critique, d'exprimer sa volonté, sa propre volonté, et qui va empêcher toute forme de consentement à quoi que ce soit en réalité, parce qui en tout cas réinterroge la question du consentement. Et là, dans la situation que vient de décrire Binta, son consentement à son mariage est même à remettre en question, parce qu'elle a dit non et on lui a dit si. Parce que pour des raisons oui, mais autour de nous, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Et je pense qu'il est grand temps en 2022 qu'on commence à sortir de qu'est-ce qu'on va penser et qu'est-ce que les gens vont penser, et qu'on prenne aussi la mesure de la violence qu'on inflige à nos enfants en fonctionnant sur ce mode-là. Parce que du coup, la première violence, c'est celle-là. Ensuite, il y a d'autres typologies de violence. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agissait avant le mariage. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant le mariage, puisqu'il n'y a pas eu d'éléments particuliers que vous avez évoqués là tout de suite. Mais vous avez, en tout cas, senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je pense qu'il y a quand même des éléments là qu'on pourrait supposer psychologiques, émotionnels, probablement aussi économiques, puisque la suite nous montre aussi des violences économiques, pas de revenus, pas de dépenses, on vous empêche de travailler, on vous empêche d'avoir une autonomie financière, etc. Mais les premières violences qui vont exister dans un couple, alors hormis les violences préalables qui préparent la personne à être victime, ce sont toujours les violences psychologiques. Ce sont des violences qui non seulement ne peuvent pas toujours être objectivées, concrètes. La violence physique, elle laisse une trace. La violence psychologique, il va falloir la chercher. Et donc, non seulement elles ne laissent pas de traces, elles sont là dès le début, c'est les plus graves, et c'est celles qu'on prendra le moins en considération. Quand bien même, dans la loi telle qu'elle est rédigée, on doit prendre en considération cette question des violences psychologiques. Sauf que le législateur a écrit sa loi en précisant cette question-là, sans en savoir véritablement les tenants et les aboutissants, ni même quelle est la manière d'objectiver ces violences-là. Aujourd'hui au Sénégal, les gens ne savent pas, ni les juristes, ni les médecins, ni qui que ce soit, qu'en fait, il y a des psychiatres qui sont tout à fait capables de faire passer une échelle de traumatisme qui évalue
ces violences psychologiques-là, et qui peuvent être versées au dossier de la même manière que le certificat médical. Sauf qu'on ne demande jamais. On ne nous demande jamais ça. Et donc, du coup, cette question des violences psychologique n'est jamais véritablement prise en compte. Elle est supposée, subsumée. On demande au psychologue, ah oui, bon, il va aller discuter avec la victime, mais sans savoir en fait réellement ce qui va être fait. Or, une victime de violence conjugale, à la fois parce qu'elles sont émotionnelles, parce qu'elles sont psychologiques, parce qu'elles sont physiques, parce qu'elles sont sexuelles, parce qu'elles sont économiques, c'est une prise en charge de psychotrauma en fait. D'autant qu'en plus, ça arrive dans un contexte dans lequel la personne est censée vivre dans son lieu qui est sécurisant. Or, c'est dans ce lieu-là même qu'elle est victime de violence, c'est dans ce lieu-là même qu'elle est victime de la violence de quelqu'un supposé la sécuriser, l'aimer, etc., etc. Et donc, tous ces éléments-là associés, plus la récurrence évidemment de ces violences-là, c'est du quotidien, c'est pas une fois en passant, c'est tous les jours. La récurrence de ces violences-là augmente, aggrave la question du psychotrauma. Et donc, la question des violences conjugales est une question de psychotrauma de type 2. On est déjà là. C'est-à-dire que le psychotrauma de type 1, c'est une violence une fois, c'est un accident de la route, quand vous vous êtes déboîté. Ça peut être traité assez rapidement et on peut très rapidement empêcher les effets du trauma de s'installer. Or là, sur un type 2, c'est répété, c'est tout le temps, c'est dans un lieu où vous êtes a priori en sécurité, qui devient votre lieu où vous vivez les pires horreurs et on atteint votre intégrité sous tous les angles. Donc c'est du tous les jours. C'est même une habituation à la victime d'être encore plus victime au quotidien. Et ça, ce type de violence demande une prise en charge bien plus longue que juste aller parler avec le psychologue. Il y a un problème de moyens, des psychologues cliniciens ou des psychiatres formés au psychotrauma pour de vrai, hein, pas juste comme ça. Là. Il n'y en a pas tant que ça au Sénégal. Précisément sur la question des violences conjugales, il n'y en a pas tant que ça au Sénégal non plus, parce que aussi, nous sommes tous des membres de cette société-là. Et si on n'est pas nous-mêmes déjà en train de critiquer certains éléments de la société, il y a des choses qui nous passent, on a des points aveugles quand on fait un diagnostic. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les femmes victimes de violences conjugales, victimes de violences sexuelles, les enfants victimes d'inceste, etc., tombent dans ce point aveugle social. Parce que même celui qui est censé prendre en charge ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Que ce soit, alors je parle du psy, mais je parle aussi du juge, on a des juges qui nous disent « ouais, non, mais on ne distribue pas des peines comme on distribue des bananes ». En attendant, on distribue des baffes au Sénégal comme on distribue des bananes. Donc je crois qu'à un moment donné, il faudrait être cohérent avec la réalité du quotidien et ne pas valider ces choses-là. Mais vous voyez que même au niveau de la procédure judiciaire, on rajoute du trauma sur du trauma. Et donc, même dans la procédure judiciaire, normalement, les victimes doivent être accompagnées par un psy qui s'y connaît sur la procédure. Même dans les procédures judiciaires, on doit demander une expertise psychologique. Ce n'est jamais fait au Sénégal. Aussi bien pour la femme victime que pour l'homme accusé de violence. La femme victime peut tout à fait faire demander par son avocat que cette personne subisse une évaluation psychiatrique. Sauf que c'est jamais fait. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il vous arrive de partir à la rencontre de certaines victimes quand vous êtes au courant, ou bien ce sont ces victimes qui viennent à vous? Quand je suis dans mon travail du quotidien, non, c'est les victimes qui viennent me trouver, puisque le principe, c'est de prendre son rendez-vous. Oui. En revanche, quand je suis militante ou quand je suis dans d'autres activités, j'en rencontre. Et puis, j'ai même pas besoin ni de militer, ni de travailler. Il suffit d'aller boire un coup avec des copines, j'en rencontre. Hein. C'est pas faux. Ah oui. Et vous, Madame Ba, en tant que membre d'une association, est-ce que vous attendez justement de recevoir des personnes comme Binta? Je ne sais pas, est-ce que Binta est venue à vous? En fait, elles viennent à nous, on ne va pas à elles parce que c'est très délicat, notamment avec tout ce qui est pression familiale, machin, parce que c'est très mal vu les associations, parce qu'à chaque fois, c'est vous poussez les femmes, on nous prend... Le féminisme, vous poussez les femmes à quitter leur mari, à ne pas avoir de mari, machin. Mais non, en fait, non, on ne pousse rien du tout. On donne juste les armes aux femmes pour pouvoir se battre. On donne les armes aux femmes pour avoir le courage de devenir ceux qui elles ont envie d'être. C'est juste ça. Donc, on ne va pas vers elles, parce que dans un couple, c'est très délicat.
Même un père, une mère. Et puis même au niveau de la loi, c'est interdit. Oui, C'est voilà. légal. Parce que ça, c'est violation de domicile privé ou un truc comme ça. Ça. Et on vous poursuit parce que vous aidez les gens. Ouais. Donc on ne peut pas aller, si on entend qu'une femme est battue à l'intérieur de sa maison, on ne peut pas rentrer, prendre la femme et la sortir. Non, il faut que ce soit elle qui fasse le geste, qui décide de sortir et de venir demander de l'aide. Voilà, donc ça lie les mains. Donc ce sont les femmes qui ont ce courage-là de venir vers nous. Mais une fois qu'elles ont ce courage-là de venir vers nous, ben nous on est là, on les épaule. Mais pour vous, à quel moment est-ce qu'une femme doit dire stop? À la base, dès le départ. Dès qu'elle sent, dès qu'elle voit le regard là, dans les yeux du mari, elle dit oui, aïe, Harald Medaou. Mais c'est délicat quand on aime, quand on est amoureuse, on attend toujours le meilleur de l'autre. Oui. Donc on pardonne et on développe un syndrome de Stockholm. Tout le monde sait ce que c'est que le syndrome de Stockholm, c'est de tomber amoureuse de son tortionnaire. Donc la plupart du temps, c'est ça. Oh, ou le syndrome de la sauveuse aussi. Ah, mais avec moi, il sera bien, oui. il va changer. Il ne change pas. Voilà, parce qu'on est des mamans dans l'âme. Donc on veut toutes sauver nos hommes. Donc forcément, on se dit aussi, c'est pas grave. Et puis après, tu as le mouillol. Hein, del mouillol, soutourel. Faut vivre dans le masla. Tout ça fait que, voilà, on a une pression, nous les femmes, on parle de charge mentale, mais la charge mentale de la femme sénégalaise, elle est énormissime. Les cas de suicide de femmes sénégalaises, mais on n'en parle pas. Il y a beaucoup de femmes qui meurent, on ne sait pas de quoi elles sont mortes. On ne sait pas ce qui se passe dans les foyers. Et c'est très difficile, on a envie de rentrer dans les foyers. Quand on voit une femme en détresse, on a envie de venir, de la prendre, de la sortir. Oui. Mais on ne peut pas. C'est à elles. Donc il faut que le message se passe, il faut que ces femmes sachent qu'elles ne sont pas toutes seules. Dans leur famille, on va leur dire Mouniel, ferme les yeux, baisse la tête et laisse-toi te faire tabasser, laisse-toi te faire marcher dessus, parce que c'est ça le mariage. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, ok, c'est pas facile, c'est pas rose. La vie, elle n'est pas rose. C'est deux caractères, c'est un homme et une femme, c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être de la violence. Qu'elle soit psychologique ou physique, c'est pas de la violence le mariage. On mouille sur certaines choses, oui, parce que c'est pas facile. C'est vrai, hein. Mais le mouille, ça veut pas dire tout accepter. Donc ces femmes-là, mesdames, sachez que vous avez des associations, vous avez des ONG, vous avez des gens qui sont là. Nous, on a une page Facebook, c'est pas beaucoup par rapport à notre page Facebook que les gens nous contactent, ou à la page Facebook personnelle de la présidente Zara, qui est très connue dans le monde féminin. Du coup, certaines femmes savent vers qui se tourner. Mais on est partout, on est dans tout le Sénégal, dans toutes les régions, on a toujours un contact, vous pouvez toujours contacter, on sera toujours là pour vous. Donc il faut le savoir, mesdames, que vous n'êtes pas toute seule. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission « Et si on en parlait ?» et pour ce premier numéro de cette émission, nous parlons des violences conjugales, celles faites aux femmes. Et pour cela, nous avons 3 invités sur le plateau. Madame Khaira Thiam, qui est psychologue, Madame Ba Erika, qui est chargée de communication dans une association du nom de Aviz, et notre très chère dame Binta, qui est venue sur ce plateau pour témoigner de son histoire. Et justement, je me tourne vers Binta. Binta, alors, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire est derrière vous? Ou bien est-ce que cette histoire vous hante toujours? J'aimerais bien ne plus y penser, vraiment. Je veux que ça soit une histoire derrière moi et tout. Mais parfois, il m'arrive des moments où, si j'en pense, vraiment, je n'ai plus envie de rien toute ma vie. Mais tout de même, j'ai mes enfants. Donc, ce sont mes enfants qui me donnent la force et qui me permettent d'avancer. Parce qu'actuellement, je me suis dit, parfois, je me dis que ça va. Si j'avais pas un travail et j'avais pas d'enfants avec moi, peut-être ça aurait été plus difficile pour moi. Mais ça va, alhamdoulilah. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ces femmes-là qui vivent des situations aussi dramatiques comme la vôtre? Parfois, on a besoin d'être soutenu par nos familles d'abord. Parce que pour pouvoir dire stop, il va falloir être soutenu.
Parce que si on a une famille qui nous dit, voilà, il faut rester, là, on est coincé parce qu'on ne veut pas être en conflit avec nos familles. Il va falloir que nos familles nous soutiennent d'abord. Si on a une maman ou bien un papa qui est avec nous, qu'ils nous soutiennent pour pouvoir avancer. Et aussi une chose très importante, avoir notre revenu. C'est très important. Parce que si on n'a pas de travail ou bien on n'a aucune source de revenus, et une source de revenus d'abord, c'est notre travail. Parce que si on n'a pas de travail, on ne pourra pas quitter, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas dire voilà, je vais me prendre en charge, tout en sachant que si on sort, on est risqué et il y a plein d'autres facteurs qui sont dehors qui peuvent aussi nous rendre la vie difficile. Parce qu'il y a d'énormes tentatives et j'en sais quelque chose. Mais là, voilà, ça va. Maintenant, il faut juste savoir que si ça ne va pas, il faut dire stop et de partir. Alors, Madame Thiam, justement, j'aimerais vous demander à quel moment il faut dire stop et quel est le conseil que vous donnerez à ces femmes-là qui se terrent dans le silence, mais qui souffrent au fond d'elles. Le silence tue. C'est le seul conseil que je donnerais. Il ne faut jamais se taire. Et puis le silence favorise la fixation du psychotrauma. Si vous ne dites pas que vous avez subi telle ou telle violence, etc., bah, vous ne pourrez pas psychologiquement vous en débarrasser. Parce qu'une trace physique, elle reste aussi dans la tête. Et une trace dans la tête détruit aussi le physique. Alors, souvent, alors, pas sur la question des violences conjugales, mais ne serait-ce que sur la question des violences sexuelles. Les violences sexuelles qui ne sont pas prises en charge au niveau psychologique ni au niveau physique enlèvent 20 ans d'espérance de vie à une personne. Hein. Ah oui. Donc en fait, si vous rajoutez les violences sexuelles, plus les violences physiques, plus les violences économiques, plus etc., je ne sais pas combien d'années de vie on vous a enlevé. Donc c'est pas juste, on vous a tapé une fois. Hein. C'est votre avenir qu'on a engagé, votre avenir physique. Donc vous mourrez plus vite. Il faut le savoir. Voire, vous mourrez plus vite dans des conditions atroces, puisqu'il y aura des déférences organiques. Par exemple, le fait que vos surrénales aient envoyé de l'adrénaline en permanence, ça a bousillé, ça peut bousiller votre cœur, ça peut bousiller votre cerveau, ça peut vous provoquer des problèmes cardiovasculaires, ça peut abîmer les poumons, ça peut abîmer les viscères. Enfin, c'est vraiment une dégénérescence de tout votre corps. Donc le silence tue. Ça, il faut que ce soit quelque chose un automatisme, je pense, de langage dans ces situations-là. On ne se tait pas, il faut le dire. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur la question de quand est-ce qu'il faut partir, dès qu'il y a quelque chose qui vous semble pas tolérable, mais partez. Et partez avant même de vous engager à quelque chose de plus compliqué à défaire. Et dans une société qui vous présente que votre valeur ne tient qu'au fait d'avoir alpagué un homme, et je dis alpaguer en plus, hein, je ne dis même pas ni draguer, ni aimer, ni machin, alpaguer un homme. Dès qu'il y en a un qui vous fait battre les cils, ça y est, on déconnecte. Rattrapez votre cerveau et faites-le marcher en toutes circonstances. Alors, Madame Ba, oui. Et vous, quel conseil donneriez-vous à toutes ces femmes qui sont en souffrance en tant que membre d'une association? Même si on a déjà entendu une partie du conseil, qu'est-ce que vous leur diriez? Il faut s'exprimer et arrêter de se laisser faire et avoir le courage de ses convictions. Arrêtez de penser que ce sont les autres qui ont raison et que vous avez tort. Vous êtes un être humain autant que vos voisins, votre famille, que les autres à côté le sont. Vous êtes un être humain, vous avez des pensées, vous avez un cœur, vous avez une âme, vous avez des besoins, vous avez des sentiments. Donc vous n'avez pas besoin de vous faire complètement écraser pour vous sentir humain. Au contraire, là, vous perdez de votre humanité. Donc, parlez, n'hésitez pas, trouvez toujours une oreille. C'est vrai que c'est difficile dans notre société parce que une oreille attentive dans son entourage et bienveillante, c'est pas ce qu'on trouve le plus facilement. Mais parlez, parce que déjà, parler, ça soulage. Parler fait déjà sortir c'est comme mettre de l'alcool sur une blessure, ça désinfecte un peu. Donc parlez et à un moment donné, en parlant, vous trouverez la solution. Voilà, c'est le conseil que j'ai à donner.
Et tout à l'heure, vous avez parlé des droits. Les femmes ne connaissent pas leurs droits. Quels sont leurs droits? À partir du moment où vous avez fait un mariage religieux, aujourd'hui, vous avez un document de la mosquée avec la signature de vos témoins et votre nom. Rien que ce document, avec ça, vous allez voir un magistrat, un juge ou qui que ce soit avec ce document qui prouve que vous êtes marié. On s'est rendu compte que beaucoup d'hommes se marient, machin, et puis à un moment donné, ils en ont marre de la femme et ils la répudient. Et vas-y, tu as 6 gosses, tu dégages, tu vas dans ta famille avec tes 6 gosses. Non, mais non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Donc vous devez, ces 6 enfants-là, vous en occuper, prendre en charge les enfants. Ne serait-ce peut-être pas la femme, mais les enfants sont les vôtres. Donc c'est un combat qu'on mène, Le code de la famille doit être transformé, doit être changé dans ce pays-là. Il y a énormément d'hommes, si ce n'est la majorité, désolée de le dire, qui sont démissionnaires à partir du moment où ils se séparent de la femme. Ils sont démissionnaires d'elle et des enfants. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'une famille, au départ, vous êtes 2 à la fonder. Donc même si elle clash la famille, vous êtes 2 à avoir fait des enfants. Donc vous n'avez pas le droit de démissionner. Mais à partir du moment où ces hommes sont démissionnaires, et c'est la femme qui tient, pourquoi cette femme n'a pas de droit? Elle n'a aucun droit si le père n'est pas là. Il y a des femmes qui veulent voyager ou faire des documents pour les enfants. Elles ne peuvent pas, puisque le père est aux abonnés absents. On va les appeler 50 fois pour pouvoir avoir un document, ne serait-ce qu'un extrait de naissance, quelque chose comme ça. On ne peut pas parce que c'est l'homme qui a tous les droits. Il faut revoir tout le code de la famille au Sénégal. Il faut que les femmes puissent avoir la parole. Et on nous a trop muselés. Et c'est pour ça qu'on nous traite de féministes, de machin. Non, on n'est pas contre les hommes. On veut juste que nos droits soient reconnus. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission « Ici, on en parlait » pour ce premier numéro. J'espère que les discussions ont été fructueuses. Alors, je remercie une fois de plus nos invités qui ont accepté, malgré un emploi de temps chargé, d'être là sur ce plateau pour en débattre. Je remercie aussi l'équipe invisible de la WF1 TV qui abat un travail acharné. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous très vite sur la Woman First TV.